Le professeur Gilles-Éric Seralini est co-directeur du pôle risque, qualité et environnement durable à l'Université de Caen, une ville provinciale normande où je suis né par ailleurs. En 2012, le professeur et son équipe ont publié une étude sur les effets à long terme du maïs transgénique NK603 résistant au Roundup. Depuis, il défraye la chronique avec ses fans, ses supporters et ses détracteurs. Nous avons obtenu une entrevue avec Gilles-Éric Seralini. Oui, bonjour Monsieur Seralini. Professeur Seralini, vous êtes en France à l'espace Guégan. Nous sommes très heureux de vous parler ce matin. Vous êtes connu, en tout cas au Canada, beaucoup pour une étude controversée qui est l'étude que vous avez faite en 2012 sur des rats dans lesquels sont apparues des tumeurs. Et suite à ça, bon, vous avez vos supporters de cette étude et vous avez également des gens qui vous critiquent en ce sens. On aimerait en fait que, dans un premier temps, que vous nous expliquiez c'était quoi l'essence de votre étude avant qu'on aille plus loin. Oh, c'est très simple. J'ai été de 1997 à 2008 expert pour le gouvernement français sur les OGM. Et en même temps, je suis depuis 30 ans chercheur sur les effets des polluants sur la santé. Je me suis donc concentré sur les effets des pesticides et des OGM, d'autant que l'essentiel des OGM du monde, comme ceux que vous avez au Canada, sont en fait modifiés génétiquement pour être remplis de pesticides. Et donc j'ai demandé à Monsanto de faire des tests de toxicité sur ces OGM et sur le Roundup, le principal pesticide du monde qu'il commercialisait. Il ne voulait pas d'abord, par exemple le soja au Roundup n'avait pas ces tests et le Roundup lui-même n'était pas testé à long terme sur la santé. Donc j'ai obtenu, grâce au gouvernement français, les premiers tests de 3 mois de la société Monsanto. Vous savez que malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont seulement les entreprises qui font les tests des pesticides ou des OGM qu'ils veulent commercialiser. Et ces tests n'étaient pas convaincants parce qu'ils montraient des premiers signes de toxicité, selon moi, que niait Monsanto. Et après m'être battu avec plusieurs instances réglementaires, j'ai réalisé moi-même les tests de 2 ans avec les mêmes rats et le même protocole que Monsanto, mais en plus approfondi, non seulement sur le Roundup, mais aussi sur les OGM. Donc pendant 2 ans avec 200 rats et malheureusement les animaux mouraient de déficience rénale grave et de déficience hépatique qu'on appelle des stéatoses hépatiques. Ouais. Et en même temps, il y avait des perturbations hormonales qui se sont avérées dues au Roundup et qui, parce que j'ai fait des groupes de rats traités seulement au Roundup, d'autres traités seulement aux OGM qui contenaient du Roundup en particulier, et des contrôles, bien sûr, des témoins. Et ils ont développé des tumeurs mammaires à cause des perturbations hormonales assez graves, qui ne se sont pas toutes transformées en cancer, mais qui ont été très photographiées, qui ont fait le tour du monde. Et c'est de là, effectivement, qu'on a eu connaissance de ces photos de rats avec des grosses tumeurs qui ont alerté, la planète jusqu'à certains points. Mais suite à ça, il y a eu… vos études ont été revisitées par d'autres experts. Puis là, ce qu'on voudrait comprendre, c'est que… Parce qu'actuellement, il faut comprendre qu'au Canada, nous sommes dans un débat important, à la fois sur l'utilisation du glyphosate, à la fois sur l'utilisation des OGM. Et c'est sûr que vous êtes un peu une espèce de lanceur d'alerte en France et ensuite peut-être en Europe et dans le monde. Mais vous avez été aussi contesté, on a retrouvé des blogs, en fait, notamment il y a un journaliste spécialisé en scientifique, Sylvestre Huet, qui a été très critique à votre égard concernant cette fameuse étude sur les rats en disant qu'il n'y avait pas assez de rats. Au Canada, on a abordé deux, trois personnes en fait, qu'on a voulu mettre ici en plateau pour être votre contradicteur. Puis autant un économiste qu'un chercheur en fait, du Canadien nous dit non, nous on n'ira pas sur le terrain de M. Seralini, on ne croit pas à ces études. Qu'est-ce qui fait que les gens rejettent vos études à ce point en fait? Alors justement, je suis en train d'écrire un livre là-dessus parce que nous avons mené une enquête approfondie. Donc 2 jours après que nous ayons publié l'étude,
la société Monsanto a payé un monsieur qui s'appelle Henry Miller, qui était un scientifique, et a fait du ghostwriting, a écrit un article qu'elle a fait paraître dans le magazine Forbes disant que j'avais fait une fraude. C'est ce qui a créé une polémique. Et Monsanto a voulu recruter un certain nombre d'experts, 70 environ, et on voit tout ça dans les Monsanto Papers qui sont sortis en 2017. Il y a plus de 55 000 citations de mon nom et plus d'1 million de pages grâce au cabinet Baume & Lund en Californie. Aujourd'hui, il y a de rendus pour le public quelques milliers de pages et grâce à US Right to Know, une association américaine. Mais il y en a beaucoup plus en fait et nous avons toute l'histoire en main. Donc Monsanto a organisé une polémique pseudo-scientifique internationale avec des arguments qui ne tenaient pas la route. Par exemple, il n'y avait pas assez de rats, alors que c'est de l'étude qui a utilisé le plus de rats pour un pesticide au monde, un pesticide formulé. Un pesticide formulé, ça veut dire un pesticide tel qu'il est utilisé par les agriculteurs. Je ne parle pas du glyphosate qui ne fait que 40% du Roundup, parce que justement, on a découvert des poisons cachés dans le Roundup qui ne sont pas le glyphosate. Et puis, nous nous sommes rendus compte des malversations de Monsanto qui a en fait payé plus de 50 000 euros, 16 000 euros selon un contrat. L'éditeur en chef de la revue qui nous avait publié et qui avait bien expertisé l'article pendant 4 mois. Et ce monsieur, Wallace Hayes, a ensuite été viré, D'ailleurs, ce sont, je pense, que des propos qui sont repris dans le reportage d'Élise Lucet de Cache Investigation. Une portion de ces propos-là sont... Il y a bien plus que dans Cache Investigation. Par exemple, Cache Investigation n'explique pas la différence entre le glyphosate et le Roundup et n'explique pas qu'il y a eu du ghostwriting à l'égard de mes premières critiques organisées par Monsanto. Donc, nous avons beaucoup plus depuis. Parce que l'enquête évolue tous les jours et nous savons qu'il y a eu des malversations non seulement au niveau de l'éditeur du journal qui aujourd'hui a été changé pour cette raison, donc Wallace Hayes, c'est José Domingo, celui qui avait accepté mon article, qui était l'éditeur européen qui est devenu éditeur en chef, mais on a aussi toutes les fraudes internationales qui ont été commises par la société pour cacher ce que nous avions trouvé et qu'elle avait aussi trouvé, notamment sur ces poisons qui sont dans le Roundup, tels que les dérivés de pétrole, qui font que les formulants du Roundup sont beaucoup plus toxiques et cancérogènes que le glyphosate lui-même. Okay. Et ils sont présents dans le Roundup et expliquent la plupart des effets que nous voyons aujourd'hui. On va venir tout à l'heure au glyphosate et aux OGM, spécifiquement parce que ce sont des dossiers qui intéressent le Canada. Vous avez remarqué que je ne parle pas du glyphosate. Non, tout à fait. Mais Monsanto a essayé de transformer le mot Roundup en glyphosate parce que ça n'est que 40% du produit. Et je n'en parle jamais parce qu'aucun agriculteur au monde n'a jamais utilisé du glyphosate pur. Okay. Et c'est dans le reste de la formulation du glyphosate que se trouve le problème. Okay. On va venir au glyphosate tout à l'heure quand même, mais je voudrais juste finir sur la partie un peu française de l'histoire. Nous, on a eu une entrevue avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, donc votre syndicat agricole français principal, le plus important du moins en France, qui, dans l'entrevue, quand on a abordé vos études et votre personne, et même Élise Lucet, a parlé du reportage d'Élise Lucet et d'Élise Lucet comme étant une journaliste militante. Donc, est-ce à dire que finalement, vous avez tellement polarisé les choses qu'il y a d'un bord les pro-Serralini, puis d'un bord les anti-Serralini? Non, en fait, c'est Monsanto qui a polarisé les choses. Vous savez, il aurait été naturel de se questionner et de faire un débat sain, voire de reproduire mes études. Or, ça n'a jamais été fait. Notamment, par exemple, à ce jour, il n'y a aucune étude à long terme sur le Roundup comme nous l'avions fait, qui explique la toxicité des OGM qui ont été modifiés pour contenir du Roundup. Donc, en fait, ce qui s'est passé depuis le 17 janvier, depuis le reportage d'Envoyé spécial qui a fait grand bruit, c'est que Monsanto a encore recruté des buzzers ou des gens qui font du bruit sur le net. Il y a notamment des gens qui, aujourd'hui, ont été payés par l'UIPP et justement des syndicats de pesticides ou des syndicats
d'agriculteurs qui utilisent beaucoup de pesticides pour dire que c'était inconcevable. En fait, on voudrait bannir mon nom et bannir ma parole, ce qui n'est pas une pratique journalistique. Voyez-vous, par exemple, les gens qui me dénigrent le plus, comme Sylvestre Huette, ne veut pas m'interviewer quand il va faire paraître une nouvelle polémique. Quand par exemple il dit que j'ai tort sur les OGM parce qu'une nouvelle étude est parue, il ne me demande pas de dire que dans l'étude qui est parue de Pablo Steinberg sur les OGM, eh bien, il y a une énorme contamination qui fait qu'il y a plusieurs centaines de fois la dose dans ces témoins de Roundup que ce qu'il y avait dans nos propres rats traités. Et bien sûr, il n'y avait rien dans nos témoins. Donc, tout est faussé par une espèce de manigance internationale. Si vous voulez, le débat a été trop loin, ce qui fait que si Monsanto et les syndicats agricoles ont tort, il y a des milliards en jeu. Vous savez que Bayer perd 17 milliards, 20 milliards quand Monsanto perd au tribunal parce qu'on a démontré la toxicité de ces produits sur un agriculteur ou un jardinier. On va revenir plus précisément sur le glyphosate et sur les OGM par la suite. Sur le glyphosate, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre le glyphosate et le Roundup, c'est deux choses différentes. Puis ce serait bien que vous nous expliquiez ça parce qu'actuellement au Québec, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu parler de l'actualité québécoise, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Robert, qui est un agronome au gouvernement, qui a été congédié il y a quelques mois et qui, lui, en fait, est un petit peu parti en guerre justement contre les compagnies qui utilisent le glyphosate. Je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi pour vous le glyphosate, parce que et puis de l'autre côté vous avez des gens qui nous disent oh, mais le glyphosate de toute façon on ne peut pas s'en départir, c'est pas si mal que ça parce que si on se départit du glyphosate en fait les produits qu'on va utiliser vont être bien pires que le glyphosate. Vous vous situez où par rapport à ce discours? Si on se départit du glyphosate, pardon? Si on se départit du glyphosate, les produits qu'on va utiliser type l'atrazine ou autres vont être beaucoup plus dangereux que le glyphosate lui-même. Vous vous situez où par rapport à ce discours? Le glyphosate c'est le moins pire de tous. Est-ce que vous croyez ça vous? Alors écoutez, d'abord je voudrais vous dire que j'ai un amour particulier pour le Québec parce que j'ai une fille qui est québécoise et que j'ai vécu moi-même 2 années au Québec et donc je suis ce qui se passe dans votre belle province. Il y a aujourd'hui une incompréhension parce que Monsanto au départ, avaient breveté le Roundup. Et vous savez, ils faisaient au départ leur publicité sur ce chien qui cherchait dans la terre et qui n'était pas intoxiqué par le Roundup. Et puis, brusquement, le débat a porté sur un mot que personne ne connaissait quand j'ai commencé mes recherches en 2005 sur le glyphosate et le Roundup. Progressivement, Monsanto a déclaré que c'était le glyphosate, le principe actif du Roundup, et l'a testé seul, donc le glyphosate isolément, pendant 2 ans sur des rats. Ce qui évidemment ne permettait pas de voir l'ensemble de la toxicité du produit contenant du glyphosate. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est passer au crible dès 2013 l'ensemble des produits présents dans les différents Roundup. Et ce que nous avons découvert, c'est bien sûr 40% de glyphosate, mais aussi des tas de résidus de pétrole brûlé et de l'arsenic et d'autres métaux lourds. Et nous avons publié cela entre 2013 et 2018 dans de nombreuses revues scientifiques et nous avons confirmé par des méthodes extrêmement poussées qu'on appelle des méthodes omiques dans la revue Nature Scientific Reports qu'il y avait des effets sur les foies et les reins spécifiques à ce produit donc contenant du glyphosate. Alors en ne faisant paraître que le débat sur le glyphosate, ce que Monsanto a réussi à faire en convainquant les agences réglementaires, mais aussi les agriculteurs, les médias, les scientifiques, puisque selon une énorme étude que nous avons faite en 2005, 60% environ des publications scientifiques étudient le Roundup et parlent du glyphosate. Eh bien, il y a en fait une fraude à la déclaration, c'est-à-dire que l'arsenic, par exemple, qui est présent dans les Roundup, n'est pas aujourd'hui dans les matières actives. Il est considéré comme un diluant inerte puisqu'il se trouve dans les formulants diluants du Roundup qui sont soumis à confidentialité et à secret, alors qu'en 1974, l'arsenic était un pesticide qui s'est fait interdire.
Mais ce Donc, que vous, Monsanto, ce que vous tentez de dire, c'est que Monsanto a diabolisé le mot glyphosate parce que est le moins toxique des produits du Roundup. Pardon? Le glyphosate est le moins toxique des produits présents dans le Roundup. Oui, c'est ça. Donc, en fait, est-ce que vous validez la thèse de certains scientifiques qui disent, ben, effectivement, le glyphosate, c'est pas si mal que ça, parce que finalement, il y a beaucoup plus toxique que ça. Est-ce qu'on peut valider cette thèse-là? Bien sûr que non, parce que nous avons comparé les 10 principaux pesticides du monde, notamment ceux qui sont utilisés comme désherbants, et nous nous rendons compte que si on parle du Roundup, c'est-à-dire de la formulation toxique du glyphosate, eh bien, il est le plus toxique de tous. Mais si on prend le glyphosate isolément, il est le moins toxique de tous. À cause de cette fraude et de cette manipulation de l'information que Monsanto a pu faire en soudoyant un certain nombre de personnes, soit dans les agences, comme elle l'a fait pour nous détruire, soit dans les agences, soit dans les journaux, puisqu'on sait aujourd'hui qu'elle utilise un certain nombre d'agences de communication. Donc, je parlais des agences sanitaires et environnementales. Dans les journaux, vous savez, elle a même été très en lien avec une certaine Diana Banati qui dirigeait l'EFSA, l'agence européenne, et qui a été virée parce qu'elle était membre de l'ILSI, qui a été présidée par Monsanto, et l'ILSI est le grand cabinet de lobbying international des agences de pesticides et des industries de pesticides, et du tabac même, et des pétroles, etc. Alors, concernant les critiques également autour du glyphosate en général, pas seulement de vos études, mais du glyphosate en général, de Monsanto ou autre, il y a aussi des contradicteurs qui viennent dire, oui, mais de toute façon, tout le monde se tourne aujourd'hui soi-disant vers le bio, mais le bio a aussi ses dangers. Il y a des gens qui nous disent, le sulfate de cuivre notamment, pour la bouillie bordelaise, dans le vin, ou même le sulfate de cuivre dans certaines cultures maraîchères, c'est dangereux. Est-ce que vous nous dites que c'est aussi dangereux que les produits qu'on peut mettre par la chimie? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envoyé à une revue scientifique les corrections de mes épreuves d'une revue sur le cuivre dans le vin. Le vin est effectivement le produit le plus traité au monde par les pesticides, et les bios utilisent majoritairement du cuivre, à environ 1 à 4 kg par hectare. Et il se retrouve dans les vins bio à une quantité qui est 10 fois moindre de ce qu'on trouve dans les vins traités aux pesticides. Parce que les vendeurs de pesticides ont dans le cuivre, ont dans les formulants des fongicides des métaux lourds et du cuivre en particulier. Puisque, en fait, les pesticides synthétiques sont faits à partir de pétrole, et il y a des intermédiaires de transformation à base de pétrole et de métaux lourds dans tous les pesticides à base de pétrole. Donc le cuivre est absolument nécessaire à la vie, à des doses où il se trouve dans les vins bio et dans les vignobles bio, c'est-à-dire alors de 1 à 4 kg par hectare et de l'ordre de 0,15 mg par litre dans les vins bio. Pourquoi? Parce que sans le cuivre, on n'a pas d'arôme, on n'a pas de photosynthèse, on n'a pas de lignine dans les plantes. Donc vous ne seriez pas inquiet, vous, de l'utilisation du sulfate de cuivre dans la culture maraîchère ou la culture des vignes? Alors, sauf si c'est à des fortes doses. Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé des sulfates, du sulfate de cuivre à des doses de 40 à 50 kg par hectare. Alors là, on est de l'ordre des quantités toxiques. Mais plus aujourd'hui quand on suit les cahiers des charges de l'agriculture biologique. Donc, il est nécessaire d'avoir... Les sulfites sont des... Alors, les sulfates, c'est une forme, mais les sulfites, c'est à partir de soufre, et c'est un antiseptique naturel qui est fait par les raisins et les levures aussi. Donc, il y en a dans tous les vins de l'ordre de 10 à 15 mg par litre, et certains en rajoutent intentionnellement. Il ne faut pas faire ce genre de pratique. Il y a un thème que j'aimerais aborder avec vous, donc c'est les OGM en fait, parce que on sait aussi que vous n'êtes pas un scientifique favorable aux OGM. Il y a au Canada des regroupements de gens qui sont contre. Il y a même un regroupement au Québec qui s'appelle Vigilance OGM, qui a déjà dit que les cultures génétiquement modifiées sont une expérience à ciel ouvert au Canada depuis 20 ans. Mais d'un autre côté, on a un gouvernement canadien qui défend la culture OGM jusqu'à un certain point, ou du moins
qui minimise les dangers des OGM, à tel point que récemment, on a autorisé le saumon OGM à la consommation au Canada. J'ai d'ailleurs fait une grande revue sur le saumon OGM qui est disponible sur mon site internet. Ouais, et on voulait en fait savoir... Avec une Québécoise qui travaille à l'Université du Québec à Montréal. Oui. Et sous la demande du ministère de l'Environnement québécois. Oui. Alors, on voulait justement connaître votre position par rapport à ça, à savoir que actuellement, le saumon OGM est autorisé à la consommation au Canada. Quelle est votre position, sachant que certains experts au Canada nous disent aussi que les OGM, alors pas forcément juste dans le saumon, mais dans la culture en général, les OGM, c'est aussi la façon de nourrir la planète. C'est souvent l'argument qu'on tient, c'est par la culture OGM qu'on va nourrir la planète. Donc en fait, on peut voir les OGM comme une solution technologique plutôt que comme un si réel danger. Vos questions sont intéressantes parce qu'elles reflètent au fond l'essentiel du débat. En fait, je suis un scientifique biologiste moléculaire de formation et j'ai été toujours très favorable aux OGM au départ. J'ai exercé pendant 9 ans, 3 mandats de 3 ans pour les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement en France, puis pour différents pays, pour évaluer les OGM. Et c'est là que je me suis forgé une très mauvaise opinion de leurs effets sur la santé et l'environnement. D'abord parce que les entreprises ne voulaient pas faire les tests adéquats, parce qu'il fallait commercialiser vite. Et donc, il y avait une absence de tests sur la santé à moyen et long terme qui était extrêmement dommageable sur les risques que nous prenions sur l'environnement et la santé. Alors, je ne suis pas contre l'utilisation du génie génétique, mais en fait, dans 99,9% des cas, c'est pour favoriser l'agriculture intensive. Et c'est là que ça rejoint l'autre versant de votre question. Quand on dit qu'on va produire plus pour nourrir le monde, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on affame l'humanité avec des cultures d'agriculture intensive. Je veux dire que 4 plantes, justement le blé, le riz, mais aussi le maïs et le soja pour les animaux, que vous cultivez pour le maïs beaucoup au Québec, eh bien, servent essentiellement à nourrir le bétail des pays riches et non pas les enfants des pays pauvres. Et donc, depuis à peu près 20 ans, les OGM ont servi à breveter des plantes qui affament, ce mécanisme même du brevet affame les paysans des pays pauvres, et aussi à produire énormément pour le bétail des pays riches qui, lui, surconsomme, mais quasiment rien en variété. Et de ce fait, ces OGM-là ont quel caractère? Eh bien, pouvoir contenir, être modifiés pour pouvoir contenir plus de pesticides, dans 90% des cas du Roundup, justement. Donc, ce sont des éponges à Roundup. Et dans 20% des cas, une protéine insecticide qu'on appelle une toxine BT, qui est elle aussi très mal évaluée sur la santé à moyen et long terme. Alors, le saumon transgénique, nous avons en fait le même mythe qui est de nourrir l'agriculture intensive par un produit pour les riches, le saumon, et qui est de l'hormone de croissance dans ses gènes. C'est-à-dire qu'avant, pour les vaches, par exemple, ou pour les cochons, on les piquait à l'hormone de croissance. C'était d'ailleurs une hormone génétiquement modifiée de la société Monsanto. Et maintenant, on a décidé de faire produire par les animaux eux-mêmes, bientôt on le proposera pour les vaches et les cochons, par leurs gènes qui ont été artificiellement modifiés, de l'hormone de croissance. Ce qui fait que ces saumons qui produisent génétiquement de l'hormone de croissance, en fait, peuvent détruire l'environnement parce qu'ils ont été stérilisés. Et toutes les études ont montré, c'est dans notre grande revue, que des gros animaux qui sont 2 à 5 fois plus gros que la normale et qui sont stériles vont en fait attirer les femelles et manger les mâles fertiles, et que ça peut diminuer la population de poissons sauvages. Il a aussi été montré qu'il est tout à fait illusoire de croire que ça va rester en milieu confiné. 20% des poissons sauvages sont en fait issus de poissons d'élevage qui se sont échappés ou de leur descendance. Des oiseaux peuvent même prendre des saumons dans des élevages et les relâcher par mégarde en milieu naturel. Donc, l'isolement de ces saumons transgéniques est illusoire. De plus, c'est pour produire un peu comme on surproduit du tilapia transgénique dans certains lacs d'Afrique, des choses qui ne servent pas vraiment à nourrir le monde, mais encore une fois, à nourrir les pays riches avec des animaux qui ont trop d'hormones de croissance, qui peuvent développer des tumeurs, des anomalies métaboliques,
qui rendent les gens malades à long terme. Et là encore, la société ne veut absolument pas, enfin la société scientifique ne veut absolument pas faire de tests à moyen ou long terme sur les mammifères pour voir si ce trop d'hormones les rend malades. Donc vous considérez, j'imagine, que la position du Canada actuellement est loin d'être innovatrice, à votre regard. Oui, nous avions conseillé un de vos précédents gouvernements, quand nous avons fait paraître la revue, de rester tranquille là-dessus. Et d'ailleurs, il l'avait fait, et c'est pour ça que les élevages de saumon transgénique, malheureusement, se sont développés plutôt en Amérique du Sud. Et je crois qu'aujourd'hui, on prend vraiment trop la planète pour une poubelle et qu'on prend vraiment trop les gens pour des cobayes. Il semble qu'on n'ait pas compris le message du climat que je donne avec des milliers d'autres scientifiques, qui est que, étant donné qu'on reverse du pétrole en masse dans l'environnement, on change le climat, mais aussi on change la santé, puisque tous les bébés, selon notre étude, ont en eux des dérivés de pétrole et de pesticides. Et vous savez qu'on fait tous les pesticides de synthèse avec du pétrole. Et vous savez aussi que, eh bien, malheureusement, quand on fait de l'agriculture intensive, ce que certains défendent, eh bien, on va se retrouver avec 10 kilocalories de pétrole dépensées pour 1 kilocalorie de pétrole, 1 kilocalorie de légumes ou de fruits qui soient comestibles. Donc, c'est une énorme perte de pétrole. Il faut sortir de l'agriculture intensive et aller vers l'agroécologie. Des rapports de l'ONU, de l'OMS nous ont montré que c'était faisable pour nourrir près de 12 milliards d'humains sur Terre. Simplement, c'est vrai que les compagnies les plus riches et les syndicats d'agriculteurs qui en dépendent, parce que vous savez, toute cette agriculture est complètement subventionnée. Vous arrêtez les subventions et les aides financières à l'agriculture intensive, elle ne tient pas une journée aujourd'hui dans le monde. Eh bien, toute cette agriculture qui, en fait, appauvrit les plus pauvres et rend malades les plus riches, elle ne tiendra pas sur l'avenir à cause de sa consommation en pétrole et à cause du fait qu'elle fait de la nourriture déséquilibrée et extrêmement néfaste pour la santé à cause de ces pesticides qui sont contenus dans cette nourriture. Et nous avons des solutions absolument fermes et à développer avec l'agroécologie et avec un certain nombre d'alternatives aujourd'hui qui sont tout à fait faisables. Alors, M. Seralini, deux choses pour terminer. Vous avez dit tout à l'heure bien connaître le Québec et suivre un peu les activités du moins agricoles du Québec. Vous avez une fille qui habite ici, vous nous avez précisé tout à l'heure, vous avez vécu ici 2 ans. Si vous souhaitez revenir sur le débat actuel, je ne sais pas si vous êtes assez informé sur le débat actuel de l'Ordre des agronomes. Moi, sans doute pas. Je ne vis pas au Québec en ce moment. Non, je sais que vous ne vivez pas au Québec actuellement, mais je ne sais pas si vous avez suivi suffisamment le débat actuellement autour des ordres des agronomes, puisqu'il y a actuellement une présidence, une présidence en cours pour l'Ordre des agronomes entre un agronome donc, qui a été congédié du gouvernement et qui est en combat contre le glyphosate actuellement, et un agronome qui essaie de mixer les agronomes du privé et du public. En fait, il y a un débat actuellement à savoir si l'agronome peut à la fois être dans une entreprise privée et quand même vendre des produits et conseiller. On sait qu'en France, l'Association des ingénieurs des agronomes, je pense, a dissocié ce rôle-là. Est-ce que de votre côté, vous estimez qu'un agronome, vu qu'il a une éthique par son ordre, peut continuer de vendre des pesticides, de conseiller l'achat de certains pesticides, même s'il travaille pour une compagnie privée, puisqu'il est couvert par son ordre? Vous savez, c'est toujours difficile d'avoir des intérêts croisés. Cependant, moi, j'admire beaucoup le Québec parce que vous avez aussi une éthique de la transparence. Et donc, je crois que beaucoup plus important que ce débat sur va-t-on avoir ou pas des intérêts croisés, qu'il faut bien sûr régler pour avoir de la transparence, il ne faut plus supporter que les compagnies aient des composés cachés et des résultats cachés de leurs tests. Par exemple, je veux bien qu'on discute scientifiquement autour de la validité de mon étude. C'est naturel en science. Mais est-ce que vous avez questionné la validité des études de Monsanto sur le Roundup? Monsieur, Madame Monsanto ne veut pas donner les tests qui lui ont permis de commercialiser le Roundup. Est-ce que c'est normal, si on discute les miens, qu'on ne discute pas ceux de Monsanto? Est-ce que c'est normal pour les OGM dont on discute
qu'on ne donne pas les tests qui ont été faits avec les analyses de sang des animaux par la société Monsanto? Est-ce que c'est normal que s'il y a de l'arsenic, ça ne soit pas déclaré par la société Monsanto? Pourquoi toutes ces cachotteries? Après, on en reviendra aux individus qui ont des intérêts croisés ou pas. Je note la pertinence de votre question. Mais le débat devrait vraiment porter sur l'absence de transparence des compagnies parce que, monsieur, elles dépensent énormément d'argent public. C'est-à-dire que vos impôts servent à aider ces compagnies à développer leurs produits. S'il n'y avait pas d'aide financière aujourd'hui, tout ce système ne tiendrait pas. Et quand cette aide financière va aux agriculteurs, ils rachètent derrière des pesticides à ces compagnies. C'est une façon de privatiser de l'argent public. Donc c'est bien plus grave qu'un individu qui peut avoir effectivement des intérêts croisés. Ceci dit, je ne suis pas du tout pour les intérêts croisés et moi j'ai toujours fait les déclarations dans les remerciements de mes articles des subventionnaires qui aidaient mes études, et c'est d'ailleurs pour cela que Monsanto les a tous attaqués un par un. Et pour terminer, vous êtes donc dans la maison Guégan, maison de la peintre céramiste Guégan, Yvonne Guégan en Normandie, aujourd'hui maison des Illustres. On sait que les amis d'Yvonne Guégan organisent plusieurs événements toute l'année, dont un qui s'appelle Danse la mer, qui, je pense, le prochain aura lieu en mai 2020. Vous y participez. Danse la mer, en quelques mots, je crois comprendre que c'est un événement scientifico-culturel, c'est-à-dire que on y présente des experts comme vous qui viennent parler du climat, de la terre, de l'agriculture, de l'eau, mais aussi on y présente des événements culturels. Tout à fait. J'admire beaucoup l'œuvre d'Yvonne Guégan et ce qui se passe ici à la Fondation, car Jocelyne Mahler fait revivre une fondation comme il y en a peu dans le monde pour les artistes. Et il y a toute une foule d'artistes ici qu'il fait bon rencontrer pour pouvoir un peu s'aérer les idées, on va dire. Et vous savez, j'ai toujours cru dans le mariage entre l'art et la science parce que, comme toutes les activités culturelles et spirituelles humaines, c'est dans la jonction des inédits qu'on va trouver finalement les nouvelles idées, que ce soit en sciences ou en art. Et Léonard de Vinci, Pasteur, Miro, François Jacob et bien d'autres artistes scientifiques l'ont dit avant moi. Alors, j'ai eu le plaisir de participer sur l'invitation de Madame Mahler à Danse la mer, une des précédentes éditions. C'est vrai qu'à ce moment-là, on sensibilise le public via les artistes et via les scientifiques à l'énorme pollution environnementale, à la dégradation de l'océan, de la mer de la Manche toute proche que nous avons près d'ici à Caen en Normandie, mais aussi de l'atmosphère, et de la nourriture et de la planète en général, puisque ça ne fait qu'un tout, vous savez. Bien sûr, tout s'échange et les polluants de l'océan vont dans nos corps. Ainsi, pour pouvoir lier les sujets, nous avons découvert un continent de plastique donc au large d'Hawaï qui est grand comme 8 fois la France. Et ce continent, qui est aujourd'hui appelé le 7e continent ou le 6e continent selon les auteurs, il se développe partout un peu dans les océans, et on va trouver dans tous les poissons du Pacifique et de l'Atlantique des résidus de microplastiques, voire de nanoplastiques que nous mangeons. Alors aujourd'hui encore, il y avait un article scientifique qui paraissait montrant qu'il y a des microplastiques dans les hautes montagnes près des neiges, donc ils sont partout. Ces poissons vont se polluer. Le saumon transgénique, un des premiers, puisqu'il va en des temps très courts accumuler énormément de graisse et de produits à base de plastique. Et vous savez que le plastique est fait de pétrole, comme les pesticides. Nous avons trouvé sur les enfants aujourd'hui des dérivés de pétrole et de plastique collés sur leurs gènes. Alors oui, c'est formidable d'avoir des fondations comme la Fondation Yvonne Guégan qui puissent réunir les sensibilités pour montrer au public qu'aujourd'hui, nous devons faire de notre planète un endroit absolument riche au niveau spirituel et environnemental et non pas la poubelle qu'en font les multinationales. Monsieur Seralini, nous vous remercions beaucoup du temps que vous avez pris pour nous rencontrer ce matin. Bonne journée. Bonne soirée.